Cette histoire commence avec un groupe d'aventuriers qui viennent de sceller quelque chose de très dangereux. Ils mentionnent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que le donjon inversé ténébreux n'envahisse le monde entier, à moins que quelqu'un ne parvienne à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Cela s'est déjà produit par le passé, et c'est pourquoi ils espèrent qu'un héros apparaîtra pour sauver l'humanité. Nous retrouvons ensuite ces aventuriers en plein combat contre un monstre puissant. Leur force est évidente. Ce groupe, connu sous le nom de Lance du Tonnerre, est de rang A et vient tout juste de vaincre une hydre. Mais attendez, ils sont observés. Il se trouve qu'ils diffusent leur aventure en direct et ont atteint 1 million de spectateurs. Impressionnant, ces aventuriers ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi très populaires. Cependant, Yuk, notre protagoniste, décide de quitter la Lance du Tonnerre. Simon, le chef du groupe, veut comprendre pourquoi. Yuk lui explique que les récompenses ne sont pas équitables, une critique qu'il formule depuis toujours. Cette fois, il prouve qu'il a raison, car sa récompense est dérisoire. Simon lui rappelle que, bien que les aventuriers forment des groupes, ils restent indépendants et les gains sont proportionnels aux contributions. Barry, un autre membre, estime que c'est correct ainsi et que Yuk devrait au moins être reconnaissant de recevoir un peu d'argent, même s'il ne combat pas et profite des objets des autres. Yami partage cet avis, considérant que Yuk n'est utile que pour préparer les diffusions. Camilla, une autre membre, conseille à Yuk de contribuer davantage s'il veut plus de récompenses. Yuk lui rétorque que ses propos sont injustes, car il l'aide souvent grâce à sa magie. Elle élude ses paroles, et Simon conclut qu'il devra supporter la situation, car aucun autre groupe ne l'acceptera. De plus, Simon lui reproche d'avoir atteint le rang B grâce à une faveur d'une amie d'enfance et que Lance du Tonnerre, un groupe de rang A, l'a accepté par pitié. Cela montre qu'il se moque de son départ, car il n'a aucune importance pour eux. Humilié, Yuk décide de partir. Le chef lui laisse une dernière chance de revenir sur sa décision, mais Yuk reste ferme. Nous découvrons alors la ville de Clovey, surnommée la Cité des Aventuriers. C'est une ville prospère, dotée de nombreuses avancées technologiques. Au sein du guilde, Yuk rencontre la réceptionniste nommée Mamar. Yuk lui annonce qu'il cherche un nouveau travail, ce qui la surprend, puisqu'il appartient normalement à son groupe habituel. Il lui explique qu'il a décidé de partir, ce qui ne choque pas Mamar, car, selon elle, il est courant que des tensions surviennent dans les groupes. Elle lui remet un formulaire à remplir. Nous apprenons alors que Yuk a 20 ans, qu'il est mage rouge et alchimiste de rang B. Il possède des talents comme l'amélioration des capacités, le soutien d'équipe et il est aussi un expert en montage de stream. Une femme, toute excitée de voir Yuk, l'appelle professeur. Il s'agit de Marina, qui a reçu des cours de la part du protagoniste par le passé. Marina est curieuse de savoir ce qu'il fait et, lorsque Yuk lui explique qu'il cherche un groupe, elle trouve cela parfait. Elle aimerait qu'il rejoigne le sien. Peu après, nous rencontrons les autres membres de son équipe, dont Silk, une mage élémentaire, et Ren, une prêtresse. Elles ont également été des élèves temporaires de Yuk. Les 3 femmes n'ont aucun problème à ce qu'il se joigne à elles. Toutefois, elles s'assurent qu'il est certain de vouloir rejoindre leur groupe, car elles sont un groupe débutant de rang D. Yuk répond que cela ne le dérange pas, car dans les groupes de rang plus élevés, les missions sont souvent compliquées et nécessitent l'utilisation d'artefacts coûteux. Il ne veut plus accumuler de dettes. Tout le monde est ravi de cette nouvelle collaboration, et ils acceptent une mission qui consiste à collecter des minerais dans un donjon abandonné ressemblant à une mine. Une fois à l'intérieur, Marina prend la tête du groupe, mais Yuk lui demande de lui laisser le rôle de leader. Marina est surprise, car, en tant qu'épéiste mage, elle est censée diriger lorsque ni voleur ni éclaireur ne sont présents. Yuk reconnaît son rôle, mais il explique qu'il dispose de certains outils très utiles, bien que simples, comme une lanterne détectrice qui utilise une huile spéciale pour révéler les pièges. Même si cette huile est chère, ce n'est pas un problème pour lui, car il peut la fabriquer en tant qu'alchimiste. Il demande ensuite à Marina de couvrir l'arrière-garde, juste au cas où. Tandis qu'ils avancent, Yuk pense brièvement à ses anciens compagnons, mais soudain, il détecte une menace dangereuse au fond du donjon. Il demande à tout le monde de se préparer à combattre. Il se retrouve face à des monstres appelés Bolgres. Les filles commencent l'attaque pendant que Yuk utilise ses sorts de soutien pour renforcer les attaques et la résistance physique de Marina, ce qui lui permet d'éliminer plusieurs ennemis. Les membres de l'équipe sont stupéfaits de voir Yuk lancer 3 sorts de soutien en même temps, et ce, sans même les incanter. Cela les impressionne encore davantage lorsqu'ils se souviennent de ses capacités. Après avoir terminé le premier étage du donjon, ils vérifient l'état de chaque membre, une étape essentielle dans l'exploration des donjons. Une fois assurés que tout le monde est en bonne condition, ils poursuivent leur chemin. Ils rencontrent bientôt des mineurs cadavériques en grand nombre. Ren commence à prier pour demander de l'aide divine, tandis que les autres préparent une attaque puissante pour les éliminer en un clin d'œil. Cependant, cette attaque consomme énormément de mana, et Yuk utilise une de ses capacités pour restaurer rapidement les réserves de Ren. Les autres sont stupéfaits, car la récupération de mana est une compétence très rare et exclusive aux mages rouges.
Cette capacité est si prestigieuse qu'elle garantit une place dans des groupes de rang A. Malgré cela, Yuk reste modeste, expliquant que le plus difficile est simplement d'obtenir le grimoire et d'apprendre le sort. Enfin, Yuk utilise de l'eau bénite pour recouvrir les traces des morts vivants, empêchant ainsi qu'ils ne les poursuivent. Silk est surprise par l'utilisation d'étendues d'un matériau extrêmement coûteux par Yuk. Ce dernier explique qu'il le fabrique lui-même en purifiant les cendres laissées par les morts vivants après leur disparition, bien que cette tâche soit généralement réservée aux prêtres. Les filles, impressionnées par son savoir, se réjouissent de l'avoir dans leur groupe. Yuk leur propose même d'apprendre tout ce qu'il sait, ce qui les rend encore plus heureuses. Arrivés à l'endroit où ils commenceront la recherche de minerais, le groupe décide de se reposer. Pendant ce temps, Yuk prépare quelque chose. Sortant une bourse magique, il utilise divers ingrédients pour concocter une soupe de fruits de mer fraîchement cuisinée. Ren, émerveillé par le chaudron luxueux utilisé, apprend qu'il s'agit d'un artefact magique que Yuk a trouvé dans un château. Marina, affamée, n'attend pas longtemps avant de goûter au repas. Rapidement, Yuk transforme la pose en un véritable festin miniature. Manger dans un donjon est inhabituel, mais pour Yuk, tout semble possible. Alors qu'il savoure la nourriture, Silk remarque que le plat semble imprégné de mana. Dotée d'une grande sensibilité au mana, elle demande des explications. Yuk révèle que la cuisine, pour lui, est une forme d'alchimie. Sachant qu'ils devront extraire des minerais, il a mis tout son cœur dans cette préparation pour leur donner des forces. Silk, impressionné, est sans voix, tandis que les autres savourent simplement leur repas. Le groupe atteint le 4e étage et tombe sur un roc lizard, un monstre regorgeant de minerais. Yuk utilise un sort de ralentissement pour immobiliser la créature, tandis que Marina l'attaque avec sa capacité d'épée magique, réussissant à la vaincre. Cependant, cette technique consomme énormément de mana, laissant Marina épuisée. Yuk lui conseille de continuer à s'entraîner pour gagner en endurance et restaure son mana pour qu'elle puisse se remettre en action. Il est maintenant temps d'extraire les minerais. Utilisant une pioche de rupture, Yuk commence à récolter une grande quantité de ressources pendant que les filles les collectent. Après un moment, Silk note qu'il leur en faut encore davantage. Yuk suggère de descendre au 6e étage après avoir vaincu le boss du niveau, une idée qui effraie le groupe. Le boss, un gigantesque crabe surnommé le crabe d'acier, est redouté pour sa puissance. Malgré leurs inquiétudes, Yuk les rassure et promet de s'occuper lui-même du boss pour prouver son utilité. Contre l'avis des filles, il insiste. Une fois face au boss, Yuk décide d'y aller seul et sort un artefact pour enregistrer le combat, une habitude qu'il a prise. Les filles lui suggèrent plutôt de diffuser le combat en direct, trouvant cela très divertissant. Le protagoniste n'a aucun problème à s'occuper seul du combat, mais avant tout, il demande quel est le nom du groupe. Le petit détail, c'est qu'ils n'en ont pas encore, n'étant pas officiellement enregistrés au sein de la guilde. Marina pense que c'est l'occasion idéale pour choisir un nom. Après quelques réflexions, elle propose trèfle. Selon elle, les 3 filles représentent les 3 feuilles du trèfle, et le protagoniste en est la 4e, celle qui porte chance. Tout le monde trouve cette idée excellente et décide de l'adopter. Une fois la mission terminée, ils enregistreront officiellement ce nom de la guilde. Comme le combat sera diffusé en direct, Yuk suggère que le groupe l'accompagne pour que cela soit une véritable performance d'équipe. Cependant, les filles estiment qu'il peut gérer cela seul. Après avoir activé son bouclier protecteur, Yuk commande à son artefact de commencer la diffusion en direct. Il ouvre la porte et fait face au redoutable crabe d'acier. Le combat commence avec le monstre attaquant violemment, mais Yuk esquive avec aisance. Il enchaîne rapidement une série de sorts, ralentissement, poison, paralysie, cécité et même un sort d'évanouissement, maîtrisant ainsi totalement le boss. Enfin, il utilise un puissant sort de gravité pour porter le coup fatal. Le crabe, complètement anéanti, ne représente plus une menace. La transmission terminée, Marina exulte de joie, incapable de contenir son excitation. Les filles, impressionnées, louent les capacités incroyables de Yuk. Elles se réjouissent aussi du fait qu'elles pourront vendre le crabe pour une somme importante, car Yuk l'a soigneusement rangé dans sa bourse magique pour le ramener aux guildes. Mais ce n'est pas tout, un coffre apparaît comme récompense pour avoir vaincu le boss. Il regorge de minerais précieux, bien plus que ce à quoi il s'attendait. Cette mission du groupe Trèfle ne pouvait pas mieux se terminer. Comme vous l'avez peut-être vu auparavant, le contenu à la mode actuellement concerne principalement les streams d'aventuriers ou les versions enregistrées et éditées sous forme de guides stratégiques. Certains préfèrent une approche plus détendue en cuisinant ou en fabriquant des potions dans des donjons. Ces streams génèrent énormément de publicité, ce qui pousse les compagnies à rechercher les groupes les plus prestigieux et les plus populaires. Vous savez, exactement comme cela fonctionne dans notre monde réel. En ce moment, les gens sont stupéfaits que le protagoniste ait vaincu le crabe d'acier sans bouger un seul doigt. Pendant leur voyage en carrosse, le protagoniste demande à tout le monde ce qu'il pense du nouveau membre du groupe, c'est-à-dire lui-même. Les filles sont clairement impressionnées et ravies de l'avoir comme compagnon.
Il leur demande si cela ne leur semble pas étrange que leur ancien professeur ait soudainement rejoint leur groupe, mais elle n'y voit aucun problème. En fait, Silk propose qu'il devienne le chef du groupe, car il agit déjà comme tel et, de toute évidence, il est le plus puissant. Hyuk, cependant, pense ne pas mériter ce rôle, car il vient à peine de les rejoindre la veille. Mais les filles ont déjà décidé, il sera leur nouveau leader. Après avoir réfléchi quelques secondes, il finit par accepter, mais leur demande de lui dire immédiatement si elles ne sont pas satisfaites de son travail en tant que chef. Pendant ce temps, dans les ruines d'un certain château, au 4e étage, l'ancien groupe du protagoniste est en difficulté. Ils réalisent à quel point il leur était utile, même si cela ne leur semblait pas évident auparavant. Ils n'ont d'autre choix que de fuir. Jamie est blessée, et Camilla n'a plus de mana ni de potion pour la soigner, car c'était le protagoniste qui s'en occupait. Barry n'en a pas non plus, encore une fois parce que c'était le protagoniste qui les achetait. Cork, le nouveau venu, a une potion, mais il refuse de la donner à Simon, car il l'a achetée avec son propre argent. Après tout, le groupe lui avait dit que chacun devait se débrouiller seul. Cependant, face au danger mortel qui menace Jamie, Cork finit par céder. De l'autre côté, nous voyons le groupe Clové célébrer leur premier succès. Hyuk leur annonce qu'ils ont reçu une récompense pour avoir accompli leur mission. Bien que ce ne soit pas grand-chose, ils ont également gagné un bonus grâce au bon état du crabe d'acier. Hyuk demande à Silk comment les récompenses étaient réparties auparavant. Elle explique qu'elle gère l'argent et qu'ils ont un fonds commun pour économiser et acheter une maison, car passer de taverne en taverne n'est pas très pratique. Le protagoniste trouve ce système parfait et dit qu'il s'adaptera sans problème, puisque c'est dans l'intérêt du groupe. Pendant ce temps, Simon et les autres membres de l'ancien groupe discutent de leurs mésaventures et estiment qu'ils n'ont jamais été aussi mal en point. Ils reprochent à Cork d'être un lâche, et tous semblent d'accord. Cork, cependant, leur rétorque qu'ils sont idiots, car les ennemis de cet étage ont un sens de l'odorat si développé qu'ils auraient dû prévoir d'apporter des potions anti-aggro. Simon et Barry ne veulent pas admettre leur faute pour ne pas s'être préparés à l'avance. Cork, excédé, les traite d'incapables et déclare qu'ils quittent le groupe, car ils ne les supportent plus. Le protagoniste, ayant entendu tout cela, observe la scène. Marina demande ensuite ce que le groupe fera demain. Silk lui rappelle qu'ils suivront la recommandation de Hyuk, pour chaque mission accomplie, ils se reposeront 2 jours. Pour l'instant, il annonce qu'il ira acheter des provisions comme des potions, des parchemins, et qu'il fabriquera de l'eau sacrée avec les cendres des mineurs cadavériques. Ils conviennent de se retrouver dans 3 jours à la guilde des aventuriers et décideront alors quelle mission accepter. Cependant, un événement attire l'attention, on commence à diffuser la vidéo du combat de Hyuk contre le crabe d'acier. Elle devient virale. Ce qui est surprenant, c'est que les gens parlent très bien de lui et de son groupe. La vidéo génère énormément de vues. Les 2 présentateurs sont enthousiasmés par le fait qu'un mage rouge ait accompli une telle prouesse. Ils annoncent que le groupe s'appelle Clové et espèrent qu'il insufflera un vent de fraîcheur dans le monde des aventuriers. Cela ne plaît évidemment pas à l'ancien groupe du protagoniste, et les critiques ne tardent pas. Ils pensent que Hyuk s'est joint à un groupe de bas niveau juste pour briller. Malgré cela, Clové célèbre le début prometteur de leur nouvelle aventure, et Hyuk ne peut retenir quelques larmes de bonheur. Cependant, un certain individu semble très mécontent du comportement du protagoniste. Le lendemain, notre protagoniste se trouve à la guilde des aventuriers et s'adresse à Mamar. Il lui demande une mission qui offrirait beaucoup d'expérience et une bonne récompense pour 3 débutantes. Mamar trouve qu'il en demande trop, mais le protagoniste est convaincu que son groupe peut gérer des missions allant jusqu'au rang B. Elle lui propose alors une mission, récupérer des pierres dans une zone récemment occupée par une bête dangereuse. Il commence à y réfléchir, et c'est à ce moment que les filles arrivent. Il leur parle de la mission, et Marina, sans perdre une seconde, accepte. Mamar enregistre donc la mission. Le protagoniste leur demande 1 minute pour leur donner les détails, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire puisque les filles ont accepté sans même l'écouter. Il explique que même si elles sont déjà allées dans la forêt d'Ordan, où se déroulera la mission, cette fois, une créature extrêmement dangereuse s'y trouve. Les filles ne s'attendaient pas à cela, mais elles affirment que ce n'est pas un problème, elles ont besoin d'expérience et d'argent. Elles sont persuadées qu'avec Hyuk à leur côté, tout se passera bien. Ils conviennent de se retrouver dans 1 heure. Entre-temps, Mamar donne le reçu de la mission à Hyuk. Elle avait tout orchestré pour que Clové accepte cette mission. La dernière mission de Clové a gagné énormément de popularité, et le public réclame plus de vidéos de leurs aventures. Le protagoniste n'a pas le choix, il décide de profiter de l'occasion pour accroître encore la popularité du groupe. Cependant, cet individu étrange continue de l'observer, visiblement très en colère, sans que l'on sache pourquoi. Alors que Hyuk se promène en ville, il remarque qu'il est suivi de manière flagrante. Malgré ses efforts pour échapper à son poursuivant, il finit par se retrouver face à lui. Cet homme, furieux, exige que Hyuk quitte le groupe Clové. Hyuk lui répond que cela n'a aucun sens, car il est actuellement le leader et n'a rejoint le groupe que 3 jours plus tôt. L'individu n'en revient pas et devient agressif, affirmant qu'il aurait dû être le vrai leader. Il commence à dire des choses insensées, comme quoi il l'a fait pour elle et qu'il mérite davantage cette place.
Le protagoniste, pensant que cet homme est simplement ivre, utilise un sort pour le faire trébucher et le calmer. Pendant qu'ils se rendent sur leur mission, Silk explique que ce type s'appelle Bezio. C'est un individu qui a demandé à plusieurs reprises à rejoindre le groupe et qui, pire encore, croyait leur rendre service en le faisant. En résumé, c'est un personnage un peu fou et très lourd. Yuk raconte qu'il l'a laissé dans la rue, mais qu'il le signalera à la guilde à leur retour de mission. Et si cet individu continue d'insister, il prendra des mesures plus sévères. Cette déclaration rend les filles heureuses, surtout Marina. Le protagoniste en profite pour lui offrir quelques bonbons. En examinant les détails de la mission, il découvre qu'ils auront besoin de 3 pierres de la cascade de Yomom, qui devrait se trouver sur la rive du lac. Mais un obstacle se dresse devant eux, une créature dangereuse, probablement un ours, un cerf-loup ou même un sanglier, des animaux typiques des forêts. Yuk demande si elles ont déjà été dans cette forêt, et elles répondent que oui, mais qu'à l'époque, il n'y avait aucun animal dans la zone. Cette révélation alerte le protagoniste, car cette forêt devrait normalement être pleine de vie. Cela signifie qu'elles ont eu beaucoup de chance, la créature était probablement déjà là, mais elles ne l'ont simplement pas croisée. Le protagoniste décide alors d'utiliser son caméra pour enregistrer tout l'affrontement avec la bête. Même en cas de fuite, tout sera capturé. Ren demande pourquoi faire cela, et il explique qu'il est essentiel d'identifier la créature en premier lieu. Si le groupe est en danger, la guilde observera tout et enverra des renforts. Et s'ils réussissent à vaincre la bête, la vidéo servira de preuve pour réclamer leur récompense. Ils arrivent finalement à la forêt, près du lac. Yuk explique clairement que si les choses tournent mal, il ne faut pas hésiter à fuir rapidement. Ils commencent alors à enregistrer, lançant officiellement leur mission. Marina demande si elle doit aller en première ligne, car ce n'était pas le cas dans la précédente aventure. Yuk lui répond que ce n'est pas nécessaire, car il n'y a pas de piège ici, et les créatures attaquent généralement par derrière. Silk s'inquiète pour Yuk, mais il la rassure en précisant qu'il porte une armure magique qu'il a trouvée dans un donjon il y a quelque temps. Cette armure lui offre une grande protection, si bien qu'il ne sera pas facile de le mettre hors de combat. Ren confirme qu'elle s'en doutait, il s'agit d'un habit de sorcier, un équipement qui non seulement offre beaucoup de défense, mais amplifie également la magie du porteur et aide à régénérer son mana. Encore une fois, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si Yuk est en arrière-garde. Ils arrivent enfin à la cascade. Yuk ordonne à son caméra de commencer l'enregistrement. Et c'est alors que la bête fait son apparition. Il s'agit d'un Zarnag, une créature de très haut niveau qui habite dans les plaines du Nord ou dans des donjons d'une difficulté extrême. Cette créature est connue sous le nom de Roi du Nord et ne devrait absolument pas se trouver ici. Notre protagoniste est très inquiet, car il sait que son groupe n'a absolument pas le niveau pour affronter une telle bête. Il leur ordonne de s'enfuir immédiatement pendant qu'il retient la créature. Bien sûr, il espère que la guilde observe tout et enverra des renforts rapidement. La situation est si grave qu'il demande à Silk de prendre sa place comme leader, car il n'est pas sûr de s'en sortir indemne. Marina, cependant, refuse de fuir. Elle suggère que si Yuk peut distraire le Zarnag, toutes ensemble pourront en profiter pour le vaincre. Yuk n'est pas d'accord, considérant les risques trop élevés, mais voyant que les filles refusent de reculer, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il active immédiatement un enchantement physique pour tout le groupe. Marina se lance alors à l'attaque. Comme on pouvait s'y attendre, ses efforts ne suffisent pas, et elle finit grièvement blessée par un coup du monstre. Yuk utilise alors plusieurs sorts, comme paralysie, ralentissement, poison, évanouissement et cécité, mais ceux-ci n'ont que très peu d'effet. Notre protagoniste commence à se demander si cette créature est un monstre unique ou si elle porte un nom spécifique. Mais la bataille continue, et il demande à Silk de lui accorder le plus de temps possible. Les filles donnent tout ce qu'elles ont, pendant que Yuk prépare un sort puissant. Il demande à Marina de reculer, et une fois prêt, il utilise sa compétence de niveau C, appelée missile prismatique. Bien que l'attaque du protagoniste ait infligé beaucoup de dégâts au monstre, ce dernier veut toujours en finir avec eux. Ren a également une carte à jouer et lance sa compétence fouet de lumière, qui est très puissante. Cependant, cela ne suffit toujours pas à le vaincre. Le protagoniste avertit Marina que c'est le moment parfait pour qu'elle porte un coup fatal. Grâce au buff qu'il lui donne, ils parviennent enfin à éliminer ce monstre redoutable. Maintenant que tout a été retransmis en direct, le stream se termine. Bien entendu, les spectateurs sont fascinés par la prestation du groupe Trèfle et ne cessent d'en parler. De retour avec le groupe, le protagoniste se sent étourdi d'avoir utilisé autant de mana pour l'attaque, tandis que les filles ont du mal à croire qu'ils ont réussi à vaincre un adversaire aussi terrifiant. Yuk leur annonce qu'elle mérite un sermon, mais Ren riposte en disant qu'il en mérite un également, puisqu'il était visiblement prêt à combattre, même si cela devait lui coûter la vie. Silk, de son côté, critique également les consignes qu'il leur a données, et bien sûr, Marina en rajoute. Le protagoniste se rend compte qu'il fait face à un 3 contre 1, mais il leur demande de comprendre que leur victoire n'était qu'une question de chance. Cette remarque ne plaît pas aux filles, mais elles décident de discuter de tout cela plus tard. Pour l'instant, elles vont se rafraîchir dans l'eau pour se nettoyer après ce combat chaotique,
tandis que le protagoniste se charge de préparer le campement. Cela lui rappelle le moment où il avait suivi un cours préliminaire d'aventurier avec les filles, environ 6 mois auparavant. À l'époque, il les avait félicités pour leur talent prometteur. Silk lui avait demandé des conseils pour s'améliorer, et il leur avait donné des retours spécifiques. Marina avait tendance à être un peu négligente, tandis que Silk était trop prudente, ce qui n'est pas toujours bon. Quant à Ren, il lui avait conseillé de s'estimer davantage. Il avait aussi admis qu'elle mériterait sans doute le rendez, si elle rejoignait officiellement la guilde, ce qui les avait beaucoup réjouis. Ils s'étaient ensuite mis d'accord pour cuisiner un ragoût de lapin fraîchement capturé, en combinant la magie de Ren et les compétences du protagoniste. Dès lors, il avait vu leur potentiel en tant que groupe équilibré d'aventuriers, capable de surpasser avec le temps des groupes de niveau supérieur. Revenant au présent, Yuk avoue qu'il n'aurait jamais imaginé former un groupe avec elle. Quelques jours plus tard, Trèfle est convoqué par le maître de guilde. Yuk suppose que cela est lié à leur victoire contre le Zarnarg, le monstre qu'ils ont vaincu récemment. Les filles, perplexes, ne comprennent pas pourquoi, alors le protagoniste leur explique que cette mission était probablement destinée à des aventuriers de rang B. Mais pour une raison inconnue, elle a été confiée à des groupes de rang D. Ils pensent qu'ils vont recevoir des félicitations pour avoir vaincu le monstre, mais ils se doutent aussi qu'il y aura des mauvaises nouvelles. Finalement, le maître de guilde, Benwood, fait son apparition. Il demande à Yuk de lui donner tous les détails sur ce qui s'est passé. Cependant, Yuk lui répond qu'il l'a déjà fait dans ses rapports. Benwood précise qu'il veut entendre son avis personnel sur le sujet. Les filles, intimidées, commencent à se sentir mal à l'aise, ce qui pousse le protagoniste à demander au maître de ne pas les mettre dans une telle situation. Si Benwood voulait tant parler avec le protagoniste, il aurait dû le convoquer seul au lieu d'effrayer les filles. Silk demande au protagoniste de se calmer et de se rappeler qu'il s'adresse au maître de guilde en personne. Cependant, peu après, Benwood félicite Yuk pour avoir mis de côté tant de formalités. Malgré cela, notre protagoniste reste contrarié par l'attitude violente du maître de guilde. Une fois assis, Yuk insiste que tout ce qu'il y a à savoir est déjà dans son rapport sur le Zarnarg. Benwood insiste néanmoins pour entendre son avis personnel. Yuk suggère alors qu'il pourrait s'agir d'un débordement, nécessitant une enquête. Benwood ordonne immédiatement une enquête d'urgence. Marina demande ce qu'est un débordement, et Yuk lui explique que cela se produit lorsque les monstres sortent de leur donjon. Benwood précise que les monstres ont un lien de mana avec les donjons, mais que ce lien peut se rompre. Cela peut également provoquer une stampede, un phénomène extrêmement dangereux qui pourrait mettre toute la ville en péril. Avant de partir, le maître de guilde présente ses excuses pour les avoir exposés à un tel danger, assurant que ce n'était pas intentionnel. Les filles minimisent l'incident, expliquant que ce n'était pas si grave, car Yuk a presque vaincu le monstre à lui seul grâce à sa magie. Benwood reconnaît que le stream a prouvé que leur groupe est capable de grandes choses et propose de promouvoir les filles au rang C. Le protagoniste demande s'il en est sûr, et Benwood confirme qu'il souhaite également promouvoir Yuk au rang A. Il souligne que leur retransmission a montré leur puissance, notamment grâce au sort prismique missile utilisé par Yuk pour vaincre le Zarnarg. Après avoir signé les documents, tout le monde part célébrer à la taverne habituelle. Monter au rang C pour les filles et au rang A pour Yuk est un exploit remarquable. En discutant de la récompense, Yuk demande à Silk de vérifier les gains. Il découvre une importante somme d'argent, car la mission a été reclassée au rang B, et Yuk a vendu le monstre à un bon prix. En triant les comptes, Silk informe Yuk qu'il a reçu une lettre de Benwood, une sorte d'excuse personnelle accompagnée d'un randal de platine, une pièce rare de grande valeur. Silk annonce qu'ils ont désormais les fonds nécessaires pour établir leur base. L'ambiance est donc à la célébration. Plus tard, Ren demande au protagoniste s'il a un rêve, car elles viennent de réaliser le leur et souhaitent désormais l'aider à atteindre le sien. Yuk les remercie et révèle son rêve, atteindre le dernier étage du donjon des ténèbres insondables, un endroit légendaire contenant un portail vers l'abîme. Il souhaite voir de ses propres yeux la frontière entre ce monde et l'inframonde. Il raconte qu'un de ses oncles avait réussi à atteindre ténèbres insondables, bien qu'il n'ait pas pu terminer le donjon. Yuk admire cet oncle depuis son enfance et a toujours rêvé de suivre ses traces. La rouquine trouve cela fascinant et propose même de retransmettre l'exploration en direct. Yuk, cependant, leur rappelle que ce n'est pas une tâche à prendre à la légère, l'accès au donjon nécessite une autorisation gouvernementale et un groupe de rang A au minimum. Cela n'effraie pas les filles, qui s'enthousiasment pour ce nouvel objectif collectif. Le prochain défi du groupe Trèfle est donc clair, ils iront dans le donjon des ténèbres insondables, quoi qu'il en coûte. En attendant, le groupe de Yuk est devenu la sensation du moment. Bien qu'ils aient fondé Trèfle il y a à peine un mois, ils figurent déjà parmi les groupes les plus populaires. Simon, de son côté, a du mal à croire que quelqu'un comme Yuk soit plus populaire que lui. Certains affirment que Yuk profite uniquement des missions de bas niveau, qu'il est médiocre et qu'il fait semblant d'être impressionnant. Mais l'envie se fait sentir, Simon apprend que Yuk a été promu au rang A récemment et s'inquiète de voir Yuk réussir si bien alors qu'il est lui-même dans une situation désespérée. Depuis que Yuk a quitté la lance du tonnerre, les nouveaux membres ont du mal à s'adapter et finissent généralement par abandonner le groupe rapidement.
Les membres actuels sont tellement aveuglés qu'ils blâment tout le monde sauf eux-mêmes pour cette situation. Simon est particulièrement frustré de l'absence de Jamie. Camilla explique qu'elle n'avait simplement pas envie de venir et qu'elle s'éloigne progressivement du groupe en général. Pendant ce temps, Jamie regarde le stream de Yuk et de son groupe. Peut-être qu'elle commence à ouvrir les yeux sur la situation du moins, on l'espère. Barry suggère de demander à Yuk de revenir. Malgré ses défauts, il était capable de suivre le rythme du groupe, contrairement aux autres nouveaux membres. Camilla est d'accord, tout allait mieux quand Yuk était là. Simon ne pense pas très différemment et envisage même cette idée. Barry propose d'offrir une augmentation à Yuk pour le convaincre, en réduisant le salaire de Jamie, qu'il considère désormais comme inutile. Simon semble déjà avoir des plans en tête à ce sujet. De l'autre côté, le groupe Trèfle revient tardivement d'une mission et se dirige vers la guilde. En chemin, Marina interroge Yuk sur Mamar, remarquant qu'il semble bien s'entendre avec elle. Elle découvre que Mamar est l'une des plus anciennes membres du guilde et qu'elle connaît Yuk depuis ses débuts en tant qu'aventurier. La jalousie de Marina est évidente, mais elle essaie rapidement de détourner l'attention pour éviter que les autres ne s'attardent sur ses remarques. Peu après, Simon apparaît face à Yuk. Ce dernier demande aux filles d'aller parler avec Mamar pendant qu'il discute avec Simon. Ce dernier propose d'aller boire quelque chose, mais Yuk, fatigué de sa récente mission, refuse poliment. Simon insiste, lui demandant de revenir dans l'Anse du Tonnerre. Il lui rappelle leur rêve d'enfance, atteindre le portail de l'abîme pour voir la frontière entre leur monde et l'inframonde. Simon affirme que Yuk aurait tout ce dont il a besoin avec l'Anse du Tonnerre, un groupe de rang A, les autorisations nécessaires du gouvernement et du guilde. Il propose même d'augmenter son salaire pour le convaincre. Mais Yuk refuse fermement, déclarant qu'il est désormais le leader de Trèfle et qu'il n'a aucune intention d'abandonner son groupe. Simon, contrarié, lui demande s'il est conscient des problèmes qu'il rencontre depuis son départ et s'il ne ressent pas de remords. Il lui reproche même d'être en partie responsable des difficultés actuelles de l'Anse du Tonnerre. Mais Yuk lui rappelle que c'est eux qui l'ont traité comme de la poubelle et qu'il n'a aucune envie de retourner dans leur groupe. Simon n'en revient pas, mais les filles, qui avaient discrètement écouté toute la conversation, font irruption. Marina demande à Yuk s'il compte les abandonner, ce à quoi il répond qu'il n'en est absolument pas question. Il leur promet qu'il restera leur leader pour toujours. Il insiste cependant sur le fait qu'ils doivent maintenant terminer leur rapport de mission avant d'aller, comme d'habitude, célébrer un peu leur succès. Dans une autre scène, Yuk assis avec ses amis, leur annonçant qu'une guilde leur a confié une mission qu'ils doivent accomplir. Cette demande provient d'Hurty, une entreprise très influente. Silk mentionne que son arc provient justement de cette compagnie. Hurty fait la promotion d'un nouveau produit, et les trois doivent porter la toute dernière armure fabriquée par une filiale d'Hurty. De plus, l'entreprise utilisera leurs images à des fins promotionnelles. Les filles sont ravies, surtout Marina. Leur enthousiasme atteint son paroxysme lorsqu'elle découvre la généreuse récompense et la haute qualité de l'armure. Ainsi, la prochaine mission de l'escouade Clovey consiste à accomplir leur tâche tout en portant l'armure dernier cri d'Hurty. La mission se déroule dans la ville de Qualto, où se situe le siège d'Hurty, plus précisément dans les ruines d'Aion. À son arrivée, Yuk commente qu'il est déjà venu ici quelques fois avec son ancienne équipe à l'époque. À ce moment-là, ses amis apparaissent vêtus de leurs nouvelles armures, resplendissantes. Yuk est un instant subjugué par leur beauté avant de leur offrir un petit sourire. Même si elles ne sont pas encore habituées à ces tenues, elles s'y feront rapidement. Il explique ensuite que, cette fois, ils ne feront pas de diffusion en direct. À la place, ils enregistreront des séquences vidéo directement pour Hurty. Ainsi, ils commencent leur tournage, puis entrent dans les ruines d'Aion, une immense ruine antique ne comptant que 4 étages. Leur objectif est d'atteindre le sanctuaire de la cité abandonnée. En explorant, ils découvrent des escaliers menant vers les bords est et ouest. Marina propose de descendre en rappel, mais Yuk l'avertit que c'est trop dangereux. Pour prouver son point, il ramasse une pierre et la laisse tomber dans le vide. Dès qu'elle touche le sol, des barrières électriques invisibles bloquent le passage. Ces barrières, créées grâce à un puissant sort de distorsion, empêchent toute traversée. Ils descendent ensuite au 2e étage, où Yuk remarque un cercle rouge au centre de la zone. En s'approchant, il réalise qu'il s'agit d'un piège géant. Il attrape un long bâton et le pousse vers le cercle rouge. Dès que le bâton touche la zone, des flèches et des lances jaillissent de toutes parts. Évitant habilement cette pluie de projectiles, il progresse jusqu'à un escalier menant plus bas. Avant de descendre, Yuk suggère de prendre une collation rapide. Alors qu'ils s'apprêtent à avancer, ils s'arrêtent soudainement, quelque chose leur bloque le passage. Instinctivement, ils se mettent en position de combat. Devant eux se dressent 4 énormes orques. Silk saisit son arc, mais Yuk lui ordonne de rester calme. Toutefois, Silk est enflammée et déclare qu'elle les éliminera tous. Elle s'exclame qu'ils ne doivent en laisser aucun s'échapper. Ces orques ne sont pas de simples monstres, car malgré leur niveau C, Yuk leur demande de ne pas les sous-estimer. Yuk établit rapidement un plan de bataille, attaquant d'abord avec la magie et les flèches, ensuite Marina chargera et Silk fournira un soutien à distance. Marina lance une boule de feu, faisant reculer les orques, tandis que Yuk les bombarde de pierres explosives de tous les côtés.
Silk termine le travail en les transperçant de ses flèches une à une. Affaiblie, Marina fonce, son épée enveloppée d'énergie, et tranche une orque en deux avant de bondir dans les airs pour en abattre une autre. Après le combat, Yuk ramasse un fragment doré, tandis que Marina trouve une étrange lettre sur l'une des orques. En la lisant, Yuk comprend qu'il s'agit d'un enregistrement d'inspiration, un artefact ancien capable de révéler un potentiel caché. Il n'a pas beaucoup de valeur marchande et le vendre serait un gâchis. Il propose alors de le restaurer eux-mêmes. Cet objet peut légèrement améliorer les talents d'un utilisateur, comme lui offrir une classe secondaire ou débloquer une nouvelle compétence. Après discussion, il décide que Marina en bénéficiera, puisqu'elle ne possède encore qu'une seule classe. Marina accepte. La scène suivante montre le groupe en train de préparer un repas bien mérité après le combat. Ils discutent des pouvoirs magiques et d'un sac enchanté capable de tout stocker. S'ils en trouvent un, ils conviennent que Silk devrait en être la première bénéficiaire. Après avoir passé en revue leurs gains et leurs pertes, ils poursuivent leur mission en montant au 3e étage. Yuk les prévient de rester sur leur garde, car ils ne savent pas d'où les monstres pourraient attaquer. Silk demande s'il y a des boss sur cet étage. Yuk répond qu'il y avait autrefois des gardiens protégeant l'entrée d'Odred, la cité abandonnée, mais aucun n'a été aperçu depuis 10 ans. Cependant, des rapports indiquent que de nombreux traqueurs d'ombre rôdent dans l'obscurité, prêts à frapper. Même s'il en a entendu parler, Yuk n'en a jamais vu de ses propres yeux. Marina lui demande à quoi il ressemble. Yuk décrit des silhouettes humanoïdes entièrement noires avec des yeux lumineux. Soudain, des créatures correspondant exactement à cette description émergent des ténèbres. Yuk est sidéré, car il n'en a pas vu depuis plus d'une décennie. Réalisant l'importance de la situation, il demande à ses amis d'enregistrer leur rencontre. Il les rassure que ces monstres ne peuvent pas traverser le corridor du moins, c'est ce qu'il croit. Mais contre toute attente, l'une des créatures franchit le corridor. Yuk ordonne immédiatement à ses amis de se préparer au combat. Il sort un parchemin d'amélioration multiple, tandis que Marina charge pour attaquer. Avant qu'elle ne puisse frapper, le monstre riposte violemment et l'envoie au sol. Ren accourt pour la soigner avec sa magie, tandis que Yuk et Silk coordonnent leurs attaques. Le monstre riposte en blessant Yuk au visage, mais il ne bronche pas et poursuit son assaut. C'est alors que la créature lance un sort de malédiction sur lui, le plongeant dans l'inconscience. Avec Yuk hors de combat, les filles prennent les choses en main. Ren brandit sa lance et attaque, tandis que Silk prépare ses enchantements. Soudain, Silk sent que le monstre s'apprête à frapper Marina. Réagissant vite, elle demande à Ren de lancer une bénédiction sacrée sur Marina, qui est ainsi protégée juste à temps. Déterminée, Ren déchaîne un puissant sort de zone pour en finir, mais avant que son attaque n'atteigne la cible, le monstre disparaît pour réapparaître juste devant Silk, lui tirant une salve d'énergie noire. À cet instant, Yuk reprend conscience et active un parchemin de protection lumineuse, faisant s'écraser le monstre au sol. Saisissant l'opportunité, Yuk et ses amis attaquent ensemble sans relâche. Après un combat intense, la créature est enfin vaincue. Le groupe célèbre leur victoire et Yuk remercie ses amis, admettant qu'ils n'auraient pas pu réussir seuls. Ren souligne que le monstre ne devrait pas avoir pu traverser le corridor, ce qui les intrigue. Yuk décide qu'ils doivent terminer leur mission avant d'approfondir cette question. Enfin, ils atteignent les portes d'Odred, la cité abandonnée d'Aion, marquant la fin de leur aventure pour aujourd'hui. De retour à la guilde des aventuriers de Qualto, Yuk soumet son rapport et leurs images. La guilde demande une réunion avec son équipe après avoir entendu parler du traqueur d'ombre. En attendant, ils prennent 2 jours de repos bien mérités. Les filles sont ravies, elles veulent explorer la ville, découvrir ses artefacts et visiter le célèbre jardin botanique. Yuk leur promet de les accompagner où elles le souhaitent. Puis, repérant un restaurant, il leur propose de déguster du poulet rôti pour célébrer leur aventure. D'un autre côté, dans le canal souterrain de Moringan, nous retrouvons le groupe Thunder Pike, en train de manger dans les égouts et de se plaindre qu'ils n'ont rien de décent à manger. Ils regrettent l'époque où Yuk était là, car grâce à son étrange marmite, ils mangeaient bien mieux. Simon leur demande d'arrêter de se plaindre et leur ordonne de se préparer, car ils vont maintenant affronter les Bolgres. Barry est très confiant, et Simon lui demande s'il a préparé des potions, mais celui-ci répond qu'il n'en a pas besoin puisqu'ils ont Camilla. Cependant, cette dernière leur rappelle qu'ils ne peuvent pas toujours compter sur elle et que, de toute façon, les potions de mana sont très chères. Une dispute éclate, mais Simon leur ordonne de se taire et demande à Jamie de tout préparer pour la retransmission. Barry, de son côté, se moque d'elle en la traitant d'inutile. Un peu plus tard, on découvre que leur mission est encore un échec. Mamar les informe que leur réputation est en chute libre et que, s'ils continuent ainsi, leur rang d'aventurier sera déclassé. Il conseille alors à Simon d'accepter des missions plus faciles, lui proposant des missions de rang C. Mais Simon, indigné, lui rappelle qu'il est un aventurier de rang A. Mamar, imperturbable, lui rétorque que cela ne se reflète pas dans leurs résultats. Simon tente de se justifier en affirmant que ce n'est pas la faute de Thunder Pike, mais Mamar lui rappelle calmement qu'un échec reste un échec. Plus tard, alors qu'ils mangent,
Simon reconnaît que les missions de haut niveau sont trop difficiles pour un groupe de seulement 4 personnes. Barry suggère alors de faire revenir l'homme à tout faire, Hugh. Après tout, Simon devrait être capable de le convaincre, puisqu'ils étaient amis d'enfance et que Hugh était presque comme son serviteur. Simon répond qu'ils doivent trouver quelque chose pour le faire revenir, comme aller dans les ténèbres insondables. Jamie est surprise d'entendre cela, et Simon explique que c'est le rêve de Hugh d'aller dans les ténèbres insondables. Il est donc probable que si on lui propose d'y aller, il accepte l'invitation. De plus, il pourrait coopérer avec d'autres groupes pour plus de sécurité. Mais en réalité, il n'aurait même pas besoin d'y aller pour de vrai, il suffirait de faire semblant. Après tout, le groupe de Hugh est seulement de niveau C, donc même s'il le voulait, il ne pourrait pas y aller. En entendant cela, Jamie pense que ces types sont vraiment irrécupérables. Pendant ce temps, de leur côté, Hugh informe les filles que le donjon des ruines d'Aion est fermé en raison d'une enquête. Alors qu'ils marchent dans les rues, de nombreuses personnes les reconnaissent et les encouragent, tandis que d'autres ne les voient que comme des novices. Cependant, Hugh leur assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car le monde est rempli de gens envieux. Il retrouve ensuite un agent immobilier pour acheter une maison qui servira de base. Il rejette la première, car une maison à un seul étage est une cible trop facile. Mais en voyant la deuxième, Hugh est immédiatement séduit, elle possède des chambres privées, un sous-sol servant de stockage, une salle commune et un accès à la terrasse. Tout le monde adore cette maison, mais l'agent immobilier, nommé Honday, souhaite leur montrer une dernière propriété. Cependant, en marchant dans la rue, Hugh se sent mal à l'aise en réalisant que cette maison est située non loin de la base de Thunder Pike. En apprenant cela, les filles informent Honday qu'il n'est pas nécessaire de voir la dernière maison, car elles sont déjà convaincues par la précédente. De plus, elles ne veulent absolument pas avoir Thunder Pike comme voisin. Sans perdre de temps, Hugh et les filles commencent à emménager. Hugh est surpris lorsque les filles lui demandent quelle chambre il va prendre, car il pensait qu'elles allaient vivre seules. Mais elles lui font comprendre qu'elles veulent vivre avec lui. Hugh est un peu nerveux, mais elles lui disent que cela ne sert à rien de discuter. Après tout, comment pourrait-il abandonner 3 filles sans défense dans une maison? Finalement, il accepte, mais leur demande de bien verrouiller leur porte, car après tout, il reste un homme. Après avoir terminé leur installation, ils vont manger. Hugh leur offre une gigantesque tablette en guise de décoration et de cadeau de pendaison de crémaillère, car elle leur sera utile pour regarder leurs propres vidéos et planifier des stratégies. Tout le monde est ravi et trinque à leur nouvelle base. Mais à ce moment-là, une publicité de Thunder Pike apparaît sur l'écran, annonçant leur mission de trouver les ténèbres insondables. Les filles se tournent immédiatement vers Hugh, mais il leur assure que, bien que ce soit son rêve, il ne s'agit pas d'une course. D'ailleurs, son rêve a un peu changé ces derniers temps, car maintenant, il veut aller aux ténèbres insondables avec elle. À cet instant, un message magique de la guilde lui est parvenu. En la lisant, il découvre qu'il s'agit d'une demande de soutien venant de Thunder Pike. Il demande alors poliment à Mamar de les informer qu'il refuse de collaborer avec eux. Un peu plus tard, alors qu'il se promène en ville, Simon l'aborde directement et exige une explication. Mais Hugh lui répond très clairement qu'il n'a aucune intention de collaborer avec Thunder Pike. Il ira aux ténèbres insondables, mais pas avec eux. Il conseille même à Simon de réfléchir à ses choix une bonne fois pour toutes. Il fait déjà partie d'un autre groupe, et il est très malpoli et impoli de lui demander de revenir dans leur groupe. Simon, comme d'habitude, essaie de le blâmer pour tous ses échecs. Bien que Hugh soit agacé, il répond qu'il n'ose pas le rendre responsable d'avoir quitté Thunder Pike. On l'obligeait toujours à préparer les choses, à enquêter sur la mission, à collecter des informations sur le donjon. On lui confiait toutes les tâches qui n'étaient pas liées au combat, et il a supporté cela pendant longtemps en espérant qu'un jour il s'en rendrait compte. Mais ils n'ont jamais pensé à lui, alors il ne veut pas maintenant entendre parler de cette histoire d'amis. Ren lui prend la main, l'aidant à se calmer, et après s'être excusé auprès de Ren, Hugh décide de partir. Simon tente encore de le convaincre en lui expliquant que s'ils échouent à nouveau, Thunder Pike sera rétrogradé. Mais Hugh lui répond clairement que ce n'est plus son problème. 2 semaines plus tard, le maître de guilde informe Hugh qu'il est fort probable qu'un débordement soit en train de se produire, en montrant divers points sur la carte où des événements similaires ont eu lieu. Hugh demande ce qu'en pense l'Académie royale, et le maître de guilde lui répond qu'ils ne peuvent pas exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un débordement. Surpris, Hugh lui demande si cela concerne la mission d'enquête sur les ténèbres insondables. Le maître de guilde l'arrête et explique que si cette mission a été approuvée, c'est probablement parce qu'elle est liée à la vague de monstres. Le maître de guilde confie alors à Hugh une mission pour son groupe, Trèfle, enquêter sur les ténèbres insondables. Mais Hugh objecte, expliquant qu'un groupe de rang C ne peut pas être envoyé sur une mission aussi dangereuse. Cependant, Benwood révèle que le groupe Scordia s'est retiré. Il précise qu'il ne demande pas à Hugh de conquérir l'endroit, seulement de l'étudier. Hugh insiste sur le fait que pour progresser, il faut compléter la mission, mais Benwood refuse et lui remet un précieux parchemin de sortie. Il veut des informations provenant directement de Hugh et de personne d'autre. À ce moment-là, Mamar entre dans la pièce et remet à Hugh une demande officielle, le groupe Trèfle est temporairement considéré comme un groupe de rang A.
La mission leur est confiée sur ordre du roi de Welmelia. Sans autre option, Yuk informe ses coéquipières et leur dit qu'il préférerait refuser cette mission. Bien que la récompense soit alléchante et que cela améliorerait leur score, c'est une mission dangereuse et il manque encore d'expérience. Silk lui répond qu'elle comprend ses inquiétudes, mais qu'ils peuvent se préparer. De toute façon, tôt ou tard, ils devront explorer ce donjon pour trouver le portail vers l'abîme, donc c'est une bonne occasion d'y aller en avance. Toutes les filles sont d'accord. Ren demande alors à Yuk s'il a peur, et il lui avoue qu'il a effectivement peur mais de les perdre. Ren l'enlace et lui dit d'accepter la mission. Voyant ses coéquipières déterminées à l'aider, il s'excuse auprès d'elle. Silk explique aux autres que leur professeur a longuement réfléchi à leur sécurité, et qu'elles doivent progresser autant que possible pour qu'ils n'aient plus à s'inquiéter pour elles. Après avoir trouvé un accord, ils se rendent auprès de Benwood et l'informent qu'avant de partir, ils veulent recruter un autre membre pour les soutenir. Ils demandent à Benwood de leur recommander quelqu'un de compétent. Benwood leur apprend que Mamar a déjà anticipé cela et leur présente Néné, qui souhaite les rejoindre. Mamar précise qu'elle est la fille d'un ami et qu'elle a causé des ennuis dans sa terre natale. Il l'a donc amenée avec lui pour l'aider à changer de voie. Néné se présente alors sous le nom de Néné Shilfindle, une ancienne voleuse devenue ninja. Elle promet de se consacrer entièrement au groupe. En ce moment, le groupe se trouve à l'entrée du donjon, et Silk est surprise de voir qu'elle se situe juste sous le siège de la guilde. Mamar explique que la guilde a été construite à cet endroit précisément pour sceller l'entrée et la protéger. Benwood veut leur annoncer une nouvelle, Scordia, l'un des 3 groupes de rang A, s'est retiré de l'enquête. C'était déjà connu, mais maintenant, le groupe Grantsblow a fait de même. Cela signifie que seul Thunder Pike est encore disponible pour cette mission. Cependant, un membre précise que Simon, le chef, n'a pas été totalement transparent sur l'utilisation des fonds alloués, ce qui ne surprend pas le protagoniste. Une enquête sera rapidement ouverte à ce sujet. Benwood leur rappelle de respecter les règles générales des donjons, mais le protagoniste trouve cela évident. Les filles ont aussi préparé plusieurs stratégies pour assurer le bon déroulement de la mission. Pour le moment, leur groupe part en mission et fait ses adieux aux autres. Cependant, le protagoniste veut commencer en lançant un live stream. Les spectateurs sont intrigués et espèrent un contenu intéressant. Au premier étage, tout se passe plutôt bien. Néné, chargée de guider l'équipe, décide d'aller explorer un peu plus loin. Marina félicite Ren pour son nouveau bâton, qu'elle a baptisé bâton cramoisi, un artefact qui renforce considérablement la magie offensive. Silk demande au protagoniste ce qu'il pense du donjon jusqu'ici, et il avoue être moins enthousiaste qu'il ne l'avait imaginé. Les filles trouvent cela normal puisqu'ils viennent à peine de commencer, mais Silk, elle, est surexcitée. Pour elle, c'est un rêve qui se réalise. Depuis qu'elle est devenue aventurière, elle a décidé de rester dans la société humaine et de gagner de l'argent. Cependant, sa vision du monde a changé grâce au protagoniste, et accomplir son rêve à ses côtés l'émeut profondément. Néné revient après avoir exploré la route et annonce que cet endroit est très étrange. Pendant qu'ils poursuivent leur chemin, le protagoniste leur apprend que Thunder Pike est déjà arrivé au 8e étage. Marina est surprise, car cela fait 2 semaines qu'ils sont ici, et ne progresser que jusqu'au 8e étage est peu. Yuk explique que l'objectif de la mission est de découvrir si quelque chose d'inhabituel se passe dans ce donjon, et non de le conquérir. Comme l'expédition est diffusée en direct, le maître de la guilde et les représentants de l'Académie royale examineront la vidéo en détail. D'après les archives de l'Académie, ce donjon est en réalité une tour souterraine. Une rumeur dit qu'il existe un escalier qui monte vers la surface. Les documents historiques indiquent que quiconque tente de monter sans emprunter ces escaliers subit des effets étranges, comme une distorsion spatiale. En résumé, la règle de ce donjon est d'utiliser les escaliers, que ce soit pour monter ou pour descendre. Soudain, Néné détecte un monstre qu'ils ne pourront pas éviter. Ils n'ont pas le choix, ils doivent combattre. Le monstre qui apparaît est étrange, et l'équipe se demande s'il s'agit d'une chimère. Yuk donne ses instructions, Ren doit lancer un sort offensif compact, Silk doit viser la tête avec son arc, et Marina doit utiliser une nouvelle technique plutôt que son épée habituelle, car leur but est d'éliminer le monstre avant qu'il ne puisse riposter. Marina, la rousse, mentionne qu'elle aurait aimé utiliser une épée, car grâce à un parchemin que le protagoniste lui a donné, elle a obtenu la classe secondaire de samouraï. Néné est surprise que Marina ait 2 classes aussi particulières, mais cette dernière avoue qu'elle aurait préféré apprendre la magie. L'équipe enchaîne les attaques et blesse sérieusement la créature. Après plusieurs assauts combinés, ils finissent par la vaincre, même s'ils ont peut-être un peu exagéré. Après un moment, ils atteignent une zone sécurisée où ils décident de se reposer. Ils arrêtent temporairement la diffusion, et tout semble se dérouler à merveille. Avant de continuer, il faut faire le point sur l'état de chacun. Comme prévu, tout le monde est en pleine forme, car ils n'ont affronté qu'un seul monstre. À présent, il est temps d'ouvrir un coffre. Yuk hésite à le montrer en direct, car Silk pense que si des aventuriers de bas niveau obtiennent un butin spécial, cela pourrait provoquer de la jalousie. Il décide donc de ne pas filmer cette partie. Néné veut ouvrir le coffre, mais découvre qu'il est piégé. Heureusement,
elle est bien préparée et désamorce le mécanisme sans difficulté avant d'ouvrir le coffre. À l'intérieur, il trouve de nombreuses pierres précieuses. Le protagoniste demande à Silk de ranger les gemmes et l'or dans sa nouvelle bourse. En fouillant davantage, il découvre une bague très précieuse, mais aussi un étrange cube noir. Les filles sont intriguées et veulent savoir ce que c'est, mais il n'en est pas certain lui-même. C'est étrange, comme si l'objet attendait une réponse. Ni Néné ni lui ne comprennent vraiment ce qui se passe. Le protagoniste dit que cet objet ressemble à un bébé. Les filles meurent d'envie de le garder, mais il préfère en informer Benwood, car cela pourrait être une piste sur ce qui se passe dans ce donjon. Puis, il demande à Ren de lui tendre la main et lui remet la bague. Sur le moment, cela ressemble presque à une demande en mariage. Mais en réalité, il lui donne cette bague parce qu'il trouve qu'elle lui va comme un gant. L'anneau en question est une bague de la sagesse, qui permettra à son porteur de conserver son esprit stable en toutes circonstances. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, quelle nécessité y avait-il à s'agenouiller pour donner la bague? Même les filles interprètent mal toute la situation. Un peu plus tard, Néné annonce avoir trouvé les escaliers menant au 2e étage. C'est une excellente nouvelle, car cela signifie qu'ils avancent plus vite que prévu. Le protagoniste la remercie, mais Néné répond que ce n'est rien, tout est grâce à cet artefact qui détecte les courants d'air et localise ainsi les sorties. Elle veut impressionner le protagoniste, mais comme il est habitué aux artefacts étranges, cela lui semble tout à fait normal. Le groupe fait à nouveau une pause, et Hugh veut savoir ce qu'il pense du donjon jusqu'à présent. Les filles trouvent le terrain étrange, mais le plus surprenant reste sans aucun doute le monstre rencontré au début, celui avec une tête de requin. Hugh est du même avis et ajoute que le coffre aussi était inhabituel. Un monstre qui ne devrait pas être à cet étage et un coffre non répertorié mérite une inspection approfondie. Les filles ne comprennent pas pourquoi il insiste là-dessus, mais le protagoniste leur demande si elles ne trouvent pas étrange qu'il y ait un coffre dans la zone sécurisée du 1er étage. Normalement, la valeur des trésors, comme la puissance des monstres, dépend de la dangerosité du niveau. Pourtant, ce coffre contenait une bague très rare et un cube sombre que personne n'a réussi à identifier clairement. Cela n'a aucun sens, mais pour le moment, ils doivent retourner à la sortie. Néné détecte alors quelqu'un, il s'agit de Thunder Pike. Simon demande au protagoniste pourquoi il n'a pas accepté sa requête s'il comptait de toute façon venir. Il lui répond que cette requête n'était qu'un moyen sournois de le recruter et qu'il est là uniquement parce que Benwood l'a envoyé en mission spéciale. Barry prévient qu'il ferait mieux de ne pas les sous-estimer, et Camilla exige des excuses, estimant que le protagoniste est ingrat. Simon n'accorde pas d'importance à tout cela, car désormais, ils sont en mission ensemble et il demande au protagoniste de lui remettre toutes les informations et objets collectés. Selon lui, puisqu'ils ont une alliance temporaire, ils doivent tout partager. Le protagoniste refuse, affirmant qu'il n'y a aucune alliance entre eux. Barry estime qu'il devrait être reconnaissant, car il lui offre une alliance malgré son rang inférieur. Camilla est du même avis et les avertit qu'ils devront travailler dur pour compenser. Les spectateurs du stream remarquent déjà la tension entre les deux groupes. Simon insiste sur le fait que le rapport devrait être géré par le groupe de rang A. Silk l'interrompt et lui demande s'il n'a pas honte d'extorquer des aventuriers de rang inférieur malgré son statut. Barry lui ordonne de se taire, tout comme Camilla, et il la méprise pour être une elfe noire, ce qui est évidemment inacceptable. Les autres filles s'indignent de ses propos, mais Simon leur ordonne de se taire, affirmant qu'il parle uniquement avec Hugh. Le protagoniste explose de colère et hurle à Simon de la fermer immédiatement. Il considère Silk comme un membre de sa famille et ne laissera personne lui manquer de respect. Simon tente à nouveau de manipuler Hugh pour l'apaiser, mais ce dernier en a assez. Il leur dit clairement qu'il trouve répugnant de devoir collaborer avec eux et leur répète qu'il ne travaillera jamais avec Thunder Pike. 2 jours plus tard, Benwood informe Thunder Pike que plusieurs plaintes ont été déposées contre eux. Parmi les plaignants figurent des sponsors, le Conseil elfique, l'Union civile de Wellem et même le quartier général de la guilde. Simon ne comprend pas pourquoi, estimant que c'est le groupe inférieur qui les a insultés et perdu son sang-froid. De plus, il continue d'insulter l'elfe noir, ce qui exaspère Benwood. Ce dernier est furieux de leur attitude insupportable et leur rappelle que leurs commentaires discriminatoires ont été diffusés en direct devant tout le monde, ce qui a terni l'image du royaume. Un tel acte pourrait compliquer les relations avec le royaume des elfes. Thunder Pike doit donc faire une déclaration publique d'excuses et se préparer à perdre leur licence d'aventurier. Pire encore, en fonction des décisions prises, ils pourraient être exilés du royaume à jamais. Simon tente de se justifier en rappelant leur mission d'exploration, affirmant que sans eux, Trèfle ne pourra rien accomplir. Mais Benwood l'interrompt, en réalité, Trèfle a obtenu d'excellents résultats, contrairement à Thunder Pike, qui n'a fait que gaspiller l'argent du royaume. Plus tard, Simon est toujours enfermé dans son délire et ne comprend pas pourquoi il devrait s'excuser. Simon soupçonne Hugh de lui avoir tendu un piège, mais peu après, le gros lard qui avait harcelé les filles de Trèfle, lui propose un plan parfait pour se venger de Hugh et de Trèfle. Simon, à court d'options, demande plus de détails.